Bonjour, bienvenue sur La Roche Média pour une nouvelle rencontre d'artistes dans son atelier. Aujourd'hui, c'est Samuel Gall qui nous reçoit. Bonjour Samuel, merci de nous accueillir chez vous. Alors, vous nous recevez dans le cadre d'une exposition actuelle qui se déroule au Musée de l'Homme, dont le titre est Aux frontières de l'humain. Vous y exposez une œuvre qui s'appelle Quadroom. En quoi cette exposition résonne-t-elle dans votre travail, sachant que c'est une exposition qui mêle les documents sociologiques, scientifiques, qui a une grosse portée anthropologique, et dans laquelle il n'y a pas que des œuvres d'art contemporain? Bah, effectivement, donc c'est une exposition qui parle de l'humain et de ses frontières, d'un point de vue anthropologique, parce qu'effectivement, le contexte actuel questionne aussi les conceptions qu'on peut se faire de l'être humain au regard de différents chapitres qui sont voilà, l'homme et l'animal, l'homme et la performance, etc. Et donc mon installation, en fait, c'est la pièce qui fait l'épilogue, enfin l'introduction, pardon, de l'exposition. Et effectivement, dans mon travail, alors même si j'ai pas forcément un questionnement de type sociologique sur la question humaine, mais en tout cas dans le rapport que j'entretiens avec le matériau confronté à la représentation, il y a toujours cette espèce de tension entre effectivement la figuration, la fragmentation, la disparition, l'apparition, et une espèce de limite comme ça qui est à la fois limite les limites de la matière, sur soit sur sa fragilité, soit sur sa pesanteur, et qui du coup font écho aussi d'une manière plus poétique ou psychique ou conceptuelle, suivant, à la question de ce que serait l'homme. Mais c'est pas une question, je dirais, qui serait de mon point de vue porteuse d'un discours clos. C'est plutôt voilà, une espèce de tension où l'œuvre est une expérimentation du rapport que le corps entretient avec l'espace. Euh, et donc, en fait, c'est des questions de sculpture, quoi, mais qui sont effectivement euh, en lien avec le fait d'exister en tant que corps, quoi. Très bien. On a parlé matière, vous avez parlé de sculpture. Vous utilisez la porcelaine, donc dans cette pièce notamment, et dans l'ensemble de votre travail également. Pourquoi cette matière? Pourquoi avoir choisi la porcelaine pour travailler? Alors, la porcelaine, elle s'est imposée il y a plusieurs années. En fait, c'était pour la qualité de son blanc, et l'idée, c'était le blanc comme enfin l'idée d'un seuil, en fait, d'un seuil de la visibilité, de la lisibilité. Mhm. Et donc il y avait cette idée, enfin souvent j'ai eu des périodes où il y avait beaucoup de choses qui étaient blanches sur fond blanc, enfin quelque chose qui était euh, euh, voilà, qui échappait un peu ouais, à un contraste qui aurait été trop important, etc. Comme si quelque chose ouais, ça a été au seuil, en fait. Euh, et cette idée de seuil, elle est souvent présente dans mon travail. Et il y a toujours une impossibilité de cerner la forme, euh, comme ce qui peut être le cas dans la sculpture classique. Donc soit par recouvrement, soit par fragmentation, soit par voilà, différents dispositifs plastiques. Et donc le blanc participe de cette intention-là, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas une notion de finesse également? Parce que vous faites des Alors, pièces très très fines. et ben ça c'est arrivé de manière secondaire, c'est-à-dire que j'ai d'abord choisi la porcelaine pour son blanc, euh, et en commençant à la travailler, je me suis aperçu, enfin bon, c'est connu, mais que effectivement la porcelaine parmi les matériaux céramiques, c'est le matériau qui est le plus à épaisseur équivalente, le plus avec la plus forte résistance mécanique, et donc Mhm. elle permettait d'aller vers des choses très fines. Et là encore, la finesse de certaines pièces, c'est aussi lié à cette espèce de disparition, c'est-à-dire comme si finalement la sculpture, dont les frontières sont souvent, enfin, d'un point de vue classique, clairement établies, Mhm. bah là tout d'un coup, il n'y a pas véritablement de fin. Il y a des. Voilà, le vide y entre, la matière se réduit jusqu'à devenir voilà, effectivement très fragile. Mais je dirais, la fragilité, c'est un effet secondaire qui est pas voulu forcément en tant que tel de manière première, quoi. D'accord.
Alors, le hasard fait que nous sommes devant une pièce qui est composée de plusieurs morceaux de visage. L'œuvre Quadrum est-elle aussi composée de plusieurs morceaux, de plusieurs fragments de corps? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de cette fragmentation justement, qui est assez courante dans notre œuvre? On montrera sur le site des photos de vos œuvres et puis un lien vers votre site également. Et donc on a pu voir qu'il y avait plusieurs œuvres qui interrogeaient cette fragmentation. Est-ce que vous pourriez dire deux, trois mots? Et donc là, les pièces sur lesquelles je travaille, c'est des déclinaisons en fait en lien avec la pièce du musée pour la foire Art Paris là, qui aura lieu en avril. Et donc effectivement, en fait, enfin, un des axes principaux de mon travail, c'est la question euh, on pourrait dire la question de la présence en fait, et comment est-ce que on peut rendre présent un visage notamment sans sans en faire un objet, c'est-à-dire un objet fixe posé dans l'espace une bonne fois pour toutes. Alors c'est une question qui a été traversée aussi par ma pratique du cinéma d'animation, parce qu'en fait quand on fait du cinéma d'animation, on se retrouve face à une matière et le processus de l'animation consiste à en modifier la forme et puis en faire des prélèvements photographiques qui vont restituer un mouvement qui n'existe pas. Et d'une certaine façon, chaque prélèvement photographique est une empreinte de la forme transitoire de l'état de cette matière. Donc il n'y a plus de, il y a rien n'est figé en fait. Et en fait, après avoir fait cette expérience-là, j'ai plus pu vraiment considérer la sculpture comme je pouvais le faire auparavant. Et donc la sculpture est devenue un champ, on pourrait dire, infini, et qui pouvait pas avoir véritablement de forme posée, etc. Donc j'ai cherché à traduire cette idée un peu de flottement, de flou, de disparition, d'apparition, enfin ouais, toutes ces, avec différentes modalités plastiques à partir de matériaux qui restent bah voilà, la porcelaine, alors même si ça a un côté effectivement délicat et ça reste en fait une matière qui appartient au minéral, tellurique, qui passe à la cuisson, voilà, qui a c'est des contraintes fortes aussi. Et donc la fragmentation fait partie de ça. La fragmentation, c'est aussi cette idée que une partie restitue la totalité et que du coup, dans chacune des parties, refait un tout et il y a une espèce d'impossibilité de trouver un centre et donc donc souvent dans les installations comme ça, quand elles peuvent être grandes, il y a aussi une invite au spectateur de se déplacer et de faire l'expérience d'un déplacement et du coup finalement d'être dans une forme d'instabilité par rapport à l'objet face auquel il se trouve, quoi. D'accord. Et donc effectivement, ça, bon, je l'explique d'un point de vue plastique, mais les commissaires de l'exposition, ils ont vu un écho aussi au questionnement qui pouvait être aussi ceux de cette espèce de vertige que peuvent avoir les scientifiques quand, à l'aune de nouvelles découvertes, de nouvelles recherches, finalement, les conceptions qu'on se fait de catégories qui seraient posées, voilà, sur, je sais pas, les frontières justement entre l'homme, l'animal, etc., tout d'un coup se retrouvent un peu fragilisés en fait par l'expérience. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience donc au musée de l'homme de me rendre compte que votre œuvre, quand on la voit de face, on voit un personnage, donc la pose qu'il a, on reviendra dessus tout à l'heure. Et quand on se met un peu sur le côté, le corps disparaît, il n'y a plus qu'une myriade comme ça de petites taches blanches. Est-ce que c'est volontaire? C'est aussi que le fait que on n'ait pas la même vision, la même lecture de l'œuvre, qu'on soit devant ou sur le côté? Oui, c'est volontaire et ce qui est volontaire aussi, c'est que même quand on est devant, il y a pas véritablement un point de vue qui, à l'instar d'une anamorphose, euh, générerait une parfaite satisfaction en fait. Il y a pas véritablement de point de vue parfait. Il y a toujours donc en fait c'est une espèce de frustration parce que on comprend bien ce qu'il y a à voir, mais en fait ce qu'il y a à voir est toujours un peu en deçà ou au-delà de ce qu'on peut voir. Donc en fait, l'idée, enfin ouais, c'est on devrait toujours pouvoir se dire tiens, je suis pas assez grand pour bien la voir, ou je suis trop petit, ou je suis trop pas, voilà. Mais finalement, c'est aussi
ça qui me semble important parce que finalement dans la rencontre, qu'elle soit une rencontre artistique, amoureuse, amicale, une rencontre face à, je sais pas, un paysage, etc., il y a toujours quelque chose d'une expérience du retrait en fait qui se passe. Sinon, c'est pas une rencontre, sinon on est dans la possession, on est dans l'objectivation, on est dans la. Vous voyez, donc c'est un peu ça que peut-être qui se joue un peu dans mon travail et dans les dispositifs que je traduis, voilà, qui traduisent D'accord. Puis du coup, une bonne interrogation par rapport à l'exposition, parce que c'est faire de l'humain quelque chose qui est insondable et duquel on a rarement un rapport ou une vision purement parfaite. La sculpture, enfin ça rejoint vraiment des questions de sculpture, c'est-à-dire que la sculpture, alors longtemps, soit elle a une fonction religieuse, c'est-à-dire qu'en fait la sculpture donnait à voir ou à toucher ce qui était invisible et impalpable et immatériel, donc il y avait quand même toujours un lien comme ça, un peu paradoxal avec le rôle que la sculpture avait, soit pour incarner une divinité ou voilà, si on prend les fétiches, la mémoire des morts, etc. Et puis d'un point de vue politique, la sculpture, elle a quand même toujours été récupérée par les systèmes totalitaires, parce que justement la sculpture, le fascisme était friand de sculptures, mais c'était toujours des sculptures qui étaient finies, parfaites, achevées dans une vision justement qui était identifiée à une idéologie, à l'idée qu'on pouvait se faire de l'avènement d'une vision de l'être humain, quoi. Alors voilà, effectivement, que ce soit les totalitarismes, le nazisme, le fascisme italien, ou le communisme, etc., les visions pouvaient évoluer, mais enfin, il y avait toujours ce recours à la sculpture qui était une affirmation, en fait, de ce rapport à une vision totalitaire. Et donc, voilà, dans mon travail, il y a effectivement une espèce d'effondrement en fait de cette question-là de l'enjeu de la sculpture, quoi. Alors, toujours pareil par rapport à cette pièce, mais je pense que cette question va interroger aussi d'autres œuvres que vous avez réalisées. Il y a évidemment la position évoque l'homme de Vitruve de Vinci. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que cette œuvre en particulier, est-ce que ce questionnement a une place importante dans cette œuvre, dans votre œuvre en général également? Alors oui, la référence à l'homme de Vitruve, parce que bon, déjà c'est un dessin qui est assez simple, mais qui met en tension l'espace du corps dans l'espace. Donc dans cette espèce de configuration où justement la question du centre est posée, parce que, alors si je ne me trompe pas, le centre du cercle, c'est le sexe, et puis le centre du carré, c'est le nombril. Donc il y a une espèce de décentrement comme ça, de jeu entre, justement, il n'y a pas vraiment de centre, et ça annonce d'une certaine façon, ou en tout cas ça cristallise à l'époque la bascule aussi de la place de l'homme au moment de la Renaissance, qui passe de créature soumise à l'idée de n'être qu'une créature, à l'idée de finalement l'homme comme centre, avec bon voilà, au moment de à la fois l'imprimerie, la remise en question des systèmes et des conceptions cosmiques, etc. Et il me semble que, alors il y avait cette référence à tout ça, et il me semble aussi que aujourd'hui on vit une espèce de période un peu complexe, touffue, et sur laquelle on n'a peut-être pas, on n'a pas le recul, mais je pense que Internet est véritablement une reconfiguration anthropologique majeure, où c'est plus seulement l'homme qui est une créature, qui s'émancipe de son statut de créature, mais finalement on devient à soi-même la propre divinité qui façonne l'avatar qu'on veut devenir. Et voilà, on y arrive avec le métavers, ou métaverse, je sais pas comment dire, où finalement on est en train de se demander si, même sur la question des objets, vous allez avoir
prochainement des vêtements vendus sur le métaverse qui coûteront plus cher que les vrais vêtements dans la réalité. Donc en fait, c'est quand même une véritable reconfiguration du rapport au monde. Et donc, voilà, modestement, mais il y avait quand même cette idée de faire un peu écho à ce dessin qui cristallise à un moment donné cette question de la place de l'homme, à un moment critique de remise en question profonde, qui, à mon avis, a beaucoup de choses à nous apprendre, en tout cas, voilà, qui est en écho avec ce qu'on peut dire. Partant de cette prise de conscience, de cet intérêt pour ce qu'est l'homme aujourd'hui, pour ce qui sera demain, vous n'avez jamais eu envie d'intégrer le numérique dans votre travail pour établir un dialogue entre la matière, entre le virtuel, entre l'image? Alors ça, c'est une question compliquée parce qu'en fait, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que le numérique. Alors, je fais du cinéma d'animation. Voilà, quand je fais un film d'animation, les images, elles sont numériques. Alors, j'entendais juste intégrer des écrans avec dans vos installations de sculpture. Alors oui, alors comme j'ai fait des vidéos, c'est arrivé qu'il y avait des projections vidéo en lien avec les sculptures. Voilà. Mais finalement, c'est-à-dire, là encore, il y a un changement profond, c'est-à-dire que l'argentique, mais j'ai pas de réponse, hein, l'argentique, c'était encore une empreinte, c'était la lumière qui frappait votre visage, allait frapper la pellicule sensible au fond de la petite orbite noire de l'objectif. Et puis ensuite, voilà, a été développé, c'était retraversé par une lumière. Enfin bref, il y avait un continuum en fait lumineux, même dont le spectre lumineux était équivalent à la lumière du soleil. Donc si vous voulez, dans l'argentique, entre la lumière du soleil qui frappe le bout de votre nez et puis l'image que vous voyez, il y a un continuum en fait. Et qui est celui de l'empreinte en fait. Voilà, une empreinte, révélation, négatif, positif, voilà, ça. Avec le numérique, en fait, on change complètement de paradigme. Alors même si on voit toujours des images, elles sont quand même, elles transitent par le code en fait. Elles sont une traduction. Donc travailler le numérique, enfin si vous voulez rigoureusement travailler le numérique, ça veut dire travailler sur ce que ferait le code et comment on pourrait modifier le code pour en jouer de ses effets, etc. Donc il y a des artistes qui le font. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est pas simplement changer de plateforme d'un point de vue simplement technique. C'est pour ça que moi, quand je fais du cinéma d'animation, même si ça passe par le numérique, je pourrais très bien le faire avec de l'argentique. Je le fais pas voilà, parce qu'aujourd'hui c'est devenu compliqué. Mais voilà, je questionne pas forcément le changement qui se passe et qui est assez profond en fait. En revanche, d'une certaine façon, c'est pas interdit de penser que la sculpture, je laisse la question de la peinture à côté parce que c'est pas mon sujet, mais c'est pas pour ça qu'elle n'a pas le droit de citer, hein. Enfin sur cette question-là. Mais en tout cas, la sculpture, elle garde vraiment ce lien avec l'empreinte. Enfin, potentiellement, en tout cas, moi je l'utilise beaucoup parce que la pièce du musée, c'est l'empreinte de mon propre corps. Ça, c'est vrai que je l'avais peut-être pas dit. Donc finalement, il y a cette espèce de lien et l'affirmation que au sein de cette espèce d'impossibilité de cerner ce que serait la figure humaine ou un corps dans l'espace, etc., il y a quand même quelque chose d'irréductible qui est cette espèce d'expérience de l'empreinte, c'est-à-dire du toucher, c'est-à-dire du corps, c'est-à-dire de quelque chose qui reste quand même du registre du palpable et qui, d'une certaine façon, fait un contrepoint à ce que serait la pure expérience du numérique et des promesses du monde virtuel, quoi.
D'accord. Donc en fait, peut-être que je travaille le numérique, mais en creux, avec des moyens qui sont ceux euh, enfin, finalement, qui sont ceux qui sont disponibles depuis pratiquement le début de l'humanité. Et c'est un peu rigolo aussi d'ailleurs quand on parle d'ère digitale, parce que le digital, ça vient du bois, donc voilà, donc il y a encore un lien avec l'empreinte, même si en fait l'empreinte est complètement oblitérée finalement du rapport au numérique. Mais fondamentalement, d'un point de vue vraiment concret, quoi. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la sculpture fasciste, nazie, communiste. Et donc, on sait très bien, enfin, vous avez évoqué le fait que ces sculptures étaient des sculptures qui j'ai parlé des régimes totalitaires, oui, on pourrait pas. Bon, qui refusaient le déchet, qui refusaient l'imperfection. Justement, vous, dans votre sculpture, dans vos œuvres, on peut en voir certaines dans lesquelles il y a question de blessures. Notamment une que je trouve assez vraiment magnifique, qui a un visage un petit peu sur lequel il y a une sorte de cicatrice qui a été réparée par de l'or. Vous disiez peut-être de la feuille d'or, j'imagine. Quelle place a la blessure dans votre travail, que ce soit, alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec la blessure dans votre homme du quadrome de Musla, mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce choix de la blessure? Alors, encore une fois, parfois les choses, elles sont des conséquences de micro-événements très concrets qui peuvent se passer à l'atelier. Donc il n'y avait pas forcément une intention explicite de dire bon, je vais travailler sur la blessure, comment je vais faire pour travailler sur la blessure. Ce qui s'était passé, si ma mémoire est bonne, alors il se peut qu'il y ait aussi dans ma mémoire une reconstruction de plusieurs événements qui se synthétisent et qui font récit un peu, enfin pas tout à fait rigoureux, voilà. Mais en tout cas, ce dont je me souviens bien, par contre, c'est bon, vous savez, quand vous découvrez la céramique, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer, quoi. Alors, on ne peut pas tout essayer, mais bon, bref. Et donc, en fait, on peut utiliser donc, ce qu'on appelle enfin, le troisième feu, c'est un troisième passage à la cuisson qui permet de faire des décors sur les mailles et notamment de couvrir une fine pellicule de métaux précieux, parmi lesquels l'or, enfin voilà, on peut utiliser de l'or. Donc j'avais acheté de l'or liquide comme ça, et en fait il avait vraiment la couleur du sang. Et donc quand vous le posez sur les mailles blancs, ça fait vraiment comme une goutte de sang, et puis vous le passez au four à 700 degrés, et c'est vrai que c'est un peu drôle parce que quand vous le mettez dans le four, il faut en mettre une toute petite couche, vous demandez quand même vraiment comment ça va devenir de l'or. Enfin, et du coup, voilà, et puis vous le sortez, c'est vraiment, voilà. Donc il y avait ce lien qui s'est fait, enfin par accident, mais c'était devant moi, quoi. Entre finalement cette goutte de sang qui, cuite à 700 degrés, se transmutait dans l'obscurité du four en une surface d'or. Et je crois que ça a été ça le point de départ de cette question de tiens, bah, finalement, si la céramique, si mon atelier me donnait le pouvoir de transformer le sang en or. Et donc, ça a donné lieu à plusieurs projets. Euh, donc effectivement en lien avec la réparation, avec avec la blessure, avec la sublimation. Et puis et j'avais fait d'ailleurs une série avec de portraits de gilets jaunes que j'avais récupérés et j'avais recouvert leurs blessures de feuilles d'or. Pour être très, très explicite sur le rôle de l'artiste. Bon voilà, effectivement, on peut se poser la question parfois de quel est son rôle, son utilité. Et donc, il y avait peut-être l'idée comme ça voilà, de faire une sorte un acte alchimique qui permettrait de transmuter quelque chose, de lui redonner un autre sens, de lui redonner une autre dignité. Enfin, voilà. Intéressant. Alors, quand nous sommes arrivés, vous avez dit que vous prépariez 2 autres expositions, vous étiez en plein travail, d'où votre tenue
Donc est-ce que vous pourriez dire aux internautes de La Ruche Média quelles sont ces 2 expos que vous préparez? Et bien donc je participe effectivement à Art Paris, donc avec la galerie Ariane CY au début du mois d'avril. Ça commence le 6 avril, je crois. Et puis ensuite, j'ai une exposition toujours à Paris, toujours avec la galerie Ariane CY, au mois de mai. Voilà, le 12 mai, je crois. D'accord. Bon, on mettra les liens sur le site. Eh ben, avec plaisir, merci. Merci vraiment de nous avoir reçus pour cet entretien passionnant. Merci. Et donc, j'invite les internautes à se rendre à ces expositions-là, et puis au Musée de l'Homme, dans lesquelles, encore une fois, vous pourrez voir cette œuvre magistrale de Samuel Gall, Quadrum, qui ouvre l'exposition. Je vous remercie. Merci. Merci.